Annie Camus, qui est notre présentatrice aujourd'hui, est professeure titulaire à l'École de sciences de la gestion à l'UQAM. À partir de son expertise en gestion des entreprises sociales et collectives, elle cumule plus de 20 ans de recherche, d'enseignement et d'intervention auprès des entreprises d'économie sociale et des organismes à but non lucratif, convaincus de leur potentiel exceptionnel pour l'innovation et la transformation sociale. Merci de l'invitation d'abord à pouvoir ouvrir ce mois de la mutualisation. C'est vraiment pour moi un privilège de pouvoir être avec vous tous et toutes aujourd'hui. Je vais commencer mon partage d'écran. Donc, moi, je suis avec vous aujourd'hui pour mutualisation et innovation sociale, donc un duo d'impact. Et en fait, alors merci à Monde qui m'a présenté. Puis non, 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 qui suis-je? Ça n'est pas une devinette aujourd'hui, je vous rassure. Mais en fait, c'est ça, je voulais un peu me présenter, surtout aussi pour que vous puissiez un peu saisir à partir d'où je parle, à partir d'où je prends la parole, puis qu'est-ce que je peux amener et peut-être qu'est-ce que je pourrais pas vous amener aujourd'hui. Mais donc, comme Maud l'a dit, alors je suis professeure, oui, à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Je suis aussi membre du Centre de recherche sur les innovations sociales, qu'on appelle familièrement le CRISE. Et je crois donc que c'est principalement pour mon expertise en innovation sociale que je suis avec vous ce matin. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'on espérait, faire le lien avec l'innovation sociale et la mutualisation là, pour démarrer ce mois de la mutualisation. Comme on l'a dit aussi, je travaille donc presque exclusivement d'ailleurs en recherche partenariale avec les milieux de l'économie sociale, de l'action communautaire, autour des questions qui sont toujours autour de la gestion des entreprises ou des organismes d'économie sociale, d'action communautaire. Je le précise parce que ben, c'est ça, je suis à l'École des sciences de la gestion, donc ce qui m'intéresse aussi, c'est beaucoup les aspects de gestion. Donc, vous verrez que ça va peut-être teinter ma programmation. Donc, historiquement, je me suis intéressée beaucoup au rapport à l'État, au rapport de pouvoir, donc aussi toutes les questions de gouvernance, de vie associative, de vie démocratique et aux trajectoires des différents organismes et entreprises dans le temps. Et donc, comme je m'intéresse à tout ça, ainsi qu'à l'innovation sociale, ça fait longtemps, ben, c'est sûr que dans les dernières années, j'ai un peu été amenée à m'intéresser à la mutualisation. Ça surprendra personne. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Donc, moi, j'y suis arrivée ben, parce que c'était dans les milieux de pratique, on en parlait beaucoup, voire de plus en plus, et aussi par un projet concret là, qui a été démarré avec Concertation Horizon, donc en Montérégie-Ouest, et les partenaires là, qui sont autour de Concertation Horizon. On a démarré un projet, plus un projet, je dirais, formel là, de recherche partenariale et qui m'a amené donc à plonger un peu plus avant dans toute cette question de la mutualisation. Puis c'est un peu ça aussi que je vais pouvoir amener aujourd'hui dans ce que je vais vous présenter. Et j'en profite pour remercier aussi donc Mathilde Courtemanche qui va faire une des conférences, je crois, demain. Mais donc, c'est entre autres avec Mathilde qui est étudiante là, à la maîtrise en innovation sociale chez nous à l'École des sciences de la gestion. Et donc, il a fait porter son mémoire de maîtrise sur la mutualisation. Donc, ses travaux m'ont aussi nourri. Donc, je tiens à la remercier là, en plus du projet avec Concertation Horizon. Donc, c'est un peu à partir de tout ça que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Et alors, le programme, ce que je vous propose là, pour la durée de ma conférence, ou en tout cas, à tout le moins la durée où j'aurai le micro, après, on aura une période d'échange et de questions. Mais c'est ça. Alors, je vais procéder en fait en deux temps. Et comme c'est ça, vous avez un chantier mutualisation qui roule depuis 2 ans, puis voilà, on m'a amené aussi plus pour les questions d'innovation sociale, tout ça. Je me suis dit, je vais me permettre un peu d'être un peu provocatrice pour essayer enfin, j'espère en tout cas vous inspirer à quelques réflexions, ce genre de choses-là. Et donc, je vais commencer en mettant mon chapeau d'universitaire. Et donc, on va probablement là constater, vous allez constater une petite baisse de température, un peu de pluie. Je vais peut-être avoir un petit effet de douche froide quand c'est ça. Alors, avec mon chapeau d'universitaire, je vais examiner justement notre petit trio gagnant, mutualisation, innovation sociale, impact. Mais ne vous inquiétez pas, après la pluie, le beau temps, donc une fois que j'aurai passé ma hargne envers ces trois concepts-là, on regardera plus concrètement aussi, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour la pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Donc voilà, alors averse au programme, mais après ça, ça va se dégager et on va avoir du beau soleil pour terminer ensemble.
Donc, je commence avec le premier. Alors, j'ai parlé de trio gagnant. Vous l'avez vu, c'était dans le titre, hein, mutualisation et innovation sociale, un duo d'impact. Je veux dire, ça, c'est trois mots-clés à l'heure actuelle. C'est trois mots qu'on entend partout. Mutualisation, innovation sociale, c'est à la mode, c'est populaire. Et donc, le premier des trois, mutualisation, ben, vous êtes là un peu pour ça aussi. On s'entend que c'est un mot qui a une popularité incontestée auprès de différents acteurs dans différents milieux. Moi, je l'entends de plus en plus depuis quelques années, par exemple, des bailleurs de fonds, hein, s'entraident entre autres à travailler autour de la question de la mutualisation, les fondations aussi. Mais on l'entend beaucoup aussi auprès des organismes de base, auprès des regroupements, et on va en entendre parler aussi beaucoup auprès des organismes de développement social, d'accompagnement, de développement économique, les CDC, les pôles d'économie sociale. Bref, tout le monde s'intéresse à la mutualisation à l'heure actuelle. Il y a des raisons, évidemment, et on s'y intéresse. Ben, entre autres, beaucoup, moi, ce que j'entends beaucoup, et là, je vous rapporte, là, moi, ce que j'entends et ce qu'on collecte aussi comme information, ben, on entend beaucoup parler de mutualisation, effectivement, dans un contexte où on manque de ressources. Hein, donc, beaucoup de fois, on va invoquer la mutualisation ou un intérêt pour la mutualisation parce que ben, ça permettrait d'avoir accès à des ressources auxquelles on ne pourrait pas avoir autrement. On va nommer aussi un intérêt pour la mutualisation parce que ça réduirait les coûts. C'est une façon de réduire les coûts, d'être plus efficient, si on veut. Il va y avoir aussi souvent la mutualisation, on va dire qu'elle va venir aider la pérennisation de certains organismes ou de certaines entreprises d'économie sociale, par exemple. Et on va aussi parler beaucoup de visibilité, de rayonnement que la mutualisation permet d'apporter. Et c'est là où le ciel s'assombrit. Ben, concrètement, en fait, la mutualisation, plus on parle aux différents acteurs sur le terrain, comme on aime à dire, ben, plus on se rend compte que mutualisation, ben, c'est un peu victime de sa popularité aussi. C'est-à-dire que les acteurs, les actrices vont parler de mutualisation pour parler de beaucoup de choses très différentes. Dans certains cas, hein, on va parler de mutualisation pour du partage de ressources, presque de la location. On va parler de mutualisation aussi pour parler d'une co-création, d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle structure. Mutualisation, ça peut être aussi pour parler de fusion, pour parler de réseau plus ou moins formel. Et donc, on se retrouve avec un terme, mutualisation, mutualiser, qui ratisse large. Et qui, c'est souvent le cas avec les termes qui deviennent populaires, des fois deviennent un peu des mots valises, ça devient un peu tout ou rien. Et donc, en termes de mutualisation aussi, on va se rendre compte qu'on va mutualiser beaucoup de choses différentes. On va mutualiser du matériel, on va mutualiser des locaux, mais on va aussi mutualiser des personnes et on va même mutualiser des fois des idées, des missions. Et là, c'est là où Prof Camus a dit, est-ce que tout ça, c'est vraiment de la mutualisation? Vous voyez, c'est ça. Quand je mets mon chapeau d'universitaire, comme je dis tout le temps, si j'étais prof, je dirais, ça manque de clarté conceptuelle, tout ça. Parce que dans le fond, est-ce qu'on parle de mutualisation ou est-ce qu'on parle pas finalement de concertation? Ou est-ce qu'on parle pas de collaboration? Ou est-ce qu'on parle pas juste de prêt ou de partage des fois? Bon, donc qu'est-ce qui justifierait qu'on parle de mutualisation plutôt que d'autres choses? C'est dans ce sens-là où je dis, tu sais, faut un peu faire attention avec nos mots qui sont à la mode, nos termes qui sont à la mode et d'avoir une certaine clarté conceptuelle ou une certaine rigueur conceptuelle. Bon, c'est sûr que ça nous donne une raison d'être, les profs, c'est déjà ça. Outre ça, ça nous permet aussi d'être un peu casse-pied, hein, un peu rabat-joie. Mais c'est aussi parce que quand on veut réfléchir à aller chercher, donc à faire de la recherche sur un phénomène, ben, plus on va réussir à le définir clairement, plus on va être en mesure aussi que nos résultats puissent outiller les milieux de pratique de façon adéquate. Donc, c'est un peu, je dirais, il y a ça. Alors, qu'est-ce que peut nous dire la recherche ou comment peut nous informer la recherche sur cette question de la mutualisation? Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? Est-ce il y a des choses qu'on devrait savoir ou qu'on pourrait aller savoir plus? Ben, d'une première chose, la mutualisation, c'est vraiment pas un concept nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors oui, on en entend de plus en plus parler. Tu sais, il y a une espèce de regain de popularité dans les dernières années, indéniable, mais c'est loin d'être quelque chose de nouveau. C'est même très, très ancien et ça nous vient, hein, effectivement, probablement ce ne sera pas nouveau dans vos oreilles, de la question de quelque chose qui est mutuel, des mutuelles entendues comme une mutuelle d'assurance, par exemple, et de toute la mutualité.
Donc, on a au Québec un mouvement de la coopération et de la mutualité qui remonte à une centaine d'années. Donc, on est d'accord qu'on n'est pas avec quelque chose de nécessairement très nouveau. Et entre autres, une des facettes sous lesquelles on peut regarder la mutualisation depuis très longtemps, c'est toute la question des regroupements. Dans le mouvement coopératif, par exemple, ben, les fédérations coopératives ont émergé précisément, souvent, pour répondre à des besoins de mutualisation. Donc, on se mutualisait, hein, la fédération, par exemple, des coopératives forestières, ben, on pouvait mettre en commun, mutualiser des choses. Ce qui est intéressant d'amener, c'est qu'avec ce regain de popularité-là, ben, on commence à s'y intéresser aussi beaucoup du côté de la recherche et ben, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition formelle. Fait que, ah, ça, mauvais point pour nous. Donc, ce qui explique aussi probablement en partie pourquoi, ben, quand on est dans la pratique, c'est un peu tout et rien, puis c'est correct, c'est normal. On est dans cette appropriation, y compris du côté de la recherche. Donc, il n'y a pas de définition formelle et il n'y a surtout pas de définition consensuelle de ce que serait la mutualisation. Moi, pour aujourd'hui, puis c'est là où encore, là, je vais mettre mon chapeau de prof un peu empêcheur de tourner en rond, de danser en rond, pardon. Ben, je vais proposer que la mutualisation, on en fasse quelque chose de spécifique qui se distingue justement de la concertation, de la collaboration ou du simple prêt. La mutualisation, donc pour qu'on parle véritablement de mutualisation, je pense que oui, il y a une notion de partage, de mise en commun. Mais normalement, c'est quelque chose d'assez fort, la mutualisation, qui va aller jusqu'à une propriété partagée et donc qui va amener une notion de gouvernance partagée au pluriel. Si on parle de mutualisation, ben, on parle de qui va prendre des décisions et ça va être collectif. Donc, il y a cet enjeu-là qui vient avec la mutualisation et de risques partagés. Normalement, si on parle d'une mutualisation, si on veut voir la mutualisation, disons, dans sa distinction des autres concepts apparentés, ben, il y a cette question aussi de, on va pas juste partager un objet ou une personne, mais ça nous permet aussi de partager le risque, ce qui était l'idée à l'origine d'ailleurs derrière la question des mutuelles. Et en fait, ce qu'on peut constater aussi des premiers travaux qui commencent à émerger sur la mutualisation, les efforts ou les projets de mutualisation, et je m'avancerai pas trop loin, je vais laisser à Mathilde demain le soin des fois de peut-être compléter. Euh, mais c'est que finalement, la mutualisation, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et ça, c'est le propre aussi souvent des choses qui deviennent à la mode. On y projette beaucoup d'espoir, hein. C'est comme c'est notre panacée, puis la mutualisation, hey, ça va tellement nous régler des affaires. Ben, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe plutôt que quelque chose de simple. C'est quelque chose aussi qui est généralement assez coûteux. Et je le dis quand même avec des guillemets, dans le sens où c'est coûteux en temps, en ressources, en énergie. Et ça, c'est ce qu'on voit effectivement émerger des projets qu'on peut étudier. Donc, c'est économique. Est-ce qu'on fait de la mutualisation pour réduire les coûts? Ben, il ne faut pas y voir une équation trop simple. Tu sais, mutualisation égale réduction des coûts automatiques. C'est pas si simple. Puis j'imagine que pour plusieurs d'entre vous, vous y avez touché, vous avez essayé, ou vous y êtes intéressé. Donc, vous êtes déjà un peu là au fait que ben, finalement, c'est complexe et il y a des coûts quand même qui viennent avec le travail de mutualisation, des coûts de négociation, des coûts de coordination, voire éventuellement même des coûts de contrôle. Donc, côté mutualisation, je viens de vous démolir un peu le portrait, là, hein, je vous écorche un rêve, là. On va y revenir. Mais je commençais avec ça. Je vais poursuivre avec ce pourquoi je suis là aujourd'hui, qui est la question de l'innovation sociale. Et ce qui est assez sympathique, c'est qu'avec l'innovation sociale, on vit un peu, ou on a vécu, on est en train de vivre un peu la même chose que ce qu'on vit avec la mutualisation. On a un peu le même pattern, c'est-à-dire une popularité incontestée auprès de toutes sortes d'acteurs. Là aussi, bailleurs de fonds, hein, l'innovation sociale, il y a des fondations qui aiment beaucoup ça. On a même des fonds de capitaux de risque qui s'intéressent à l'innovation sociale, qui vont en parler, qui vont chercher à financer l'innovation sociale. Évidemment, c'est un concept qui est aussi beaucoup, beaucoup discuté par les pouvoirs publics, municipaux, provinciaux, par tous les organismes de développement, développement économique, développement social, accompagnement.
et par les entreprises, les organismes de base, les regroupements. Donc, c'est aujourd'hui un mot là aussi qui est très, très à la mode, très, très répandu. Et ce qui est intéressant, l'innovation sociale, sa popularité date d'un peu plus loin que la popularité de la mutualisation. Ça fait un petit peu plus longtemps. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'innovation sociale, c'est aussi très populaire ailleurs qu'au Québec. Donc ça, on a effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir en parler en termes de travaux de recherche. C'est aussi la mode en Europe, c'est la mode un peu partout sur la planète, cette recherche d'innovation sociale. Puis tout comme pour la mutualisation, il y a des raisons pour lesquelles on s'intéresse à l'innovation sociale et ces raisons sont légitimes. Là aussi, l'innovation sociale, dans beaucoup de cas, va être interpellée, va être espérée comme solution face aux défis complexes. On va souvent parler d'innovation sociale pour faire face aux crises aujourd'hui. Les crises sont complexes, il faut innover. Donc, il y a un aspect aussi de créativité dans l'innovation sociale qui est quand même enthousiasmant, qui donne envie de s'y investir. Certains vont dire de l'innovation sociale, justement, que ça va être en plus quelque chose qui va nous permettre de réparer le système actuel, le système dominant, les failles, de faire participer. Wow, l'innovation sociale aussi, c'est ça, c'est une façon de mobiliser, c'est de faire participer. Certains aussi, moi j'ai entendu, vont dire, ben, l'innovation sociale, c'est incontournable, c'est le moyen pour faire accepter les innovations technologiques. Et même des fois, certains vont dire, ben, l'innovation sociale, c'est l'effet qui arrive quand on a des innovations technologiques qui se répandent. Ça va faire de l'innovation sociale. Bref, on est encore là aussi avec quelque chose qui est comme très enthousiasmant, qui est presque de l'ordre d'une panacée. C'est fabuleux. Et quand on se penche sur la réalité, donc dans le concret, là, les acteurs et actrices qui font de l'innovation sociale, ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir que ben, les acteurs qui font de l'innovation sociale, les actrices qui en font, ils ne savent pas toujours qu'ils en font. Contrairement à la mutualisation, d'habitude, la mutualisation, quand on en fait, on est un peu au courant, on s'est engagé là-dedans. Du côté de l'innovation sociale, il y a plein d'acteurs, actrices qui font de l'innovation sociale sans le savoir. Et là aussi, ça recouvre plein de choses quand on discute sur les milieux puis qu'on écoute les gens. Alors, l'innovation sociale, ben, c'est à la fois l'entreprise sociale qui fait des affaires en faisant du bien, hein, une mission sociale, mais avec de l'activité économique rentable, sous un statut souvent même Inc., compagnie par action. C'est l'entrepreneur social, donc un individu qui est souvent dépeint là, assez héroïquement, qui va proposer des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire qui répondent à des besoins. Ça va être tout aussi des comités de citoyennes et de citoyens pour monter des ruelles vertes. Ça va être des cuisines collectives. Ça va être des hackathons, des concours d'idées, des résidences intergénérationnelles privées. Je veux dire, la liste est longue de tout ce qu'on associe à l'innovation sociale et je ne vous l'ai pas fait au complet. Alors là, retour de Prof. Camus ici. Est-ce que tout ça, c'est vraiment de l'innovation sociale? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit manque de clarté conceptuelle? Mon Dieu, vas-tu nous lâcher avec ça? Ben non. C'est par là que je passe aujourd'hui. Oui. Donc, alors là aussi, faut comprendre que l'innovation sociale, ben, ça peut pas être juste une affaire nouvelle qui fait du social ou qui est dans le social. C'est pas ça, l'innovation sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que l'innovation sociale, par contre, là, ça fait un peu plus longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc là, j'ai un peu plus de choses aussi que pour la mutualisation à vous apporter, qui va être vraiment issu de travaux de recherche d'ampleur assez importante. Le Centre de recherche sur les innovations sociales, entre autres, mène de la recherche sur les innovations sociales depuis bientôt 40 ans. Je peux vous dire qu'il y a 40 ans, d'ailleurs, on faisait rire de nous quand on parlait d'innovation sociale. Ça avait l'air, tu sais, on se faisait dire que c'était un concept complètement farfelu, incongru, personne financerait de la recherche là-dessus, et ainsi de suite, pour voir qu'aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui a pris du galon et qui est devenu populaire. Donc, comme quoi, on peut des fois s'entêter un peu, ça vaut le coup. Alors, la notion d'innovation sociale et le concept d'innovation sociale, d'où il nous vient? Ben, il vient beaucoup, en fait, il existe depuis très longtemps aussi, mais il a reconnu, disons, il a émergé justement il y a une quarantaine d'années en réaction, en fait, justement au concept d'innovation et d'innovation technologique.
Du côté, donc, de toutes les études en gestion, administration des affaires, technologie, tout ça, on avait donc des chercheurs, des chercheuresses qui militaient pour dire, ben, l'innovation, c'est la façon de développer des marchés, c'est la façon de faire des affaires de l'avenir pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir aller chercher donc des parts de marché et ainsi de suite. On revient souvent à Schumpeter qui parlait de création destructrice, là, c'était ça l'innovation. Et éventuellement, ben, d'autres acteurs se sont dit, oui, mais il n'y a pas juste l'innovation technologique. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de l'innovation sociale? Donc là, on a commencé à s'intéresser à ce concept-là pour parler d'un peu de disruption, de rupture, mais pas uniquement dans le technologique, mais aussi donc dans le social. Et c'est sûr que, on s'entend que l'être humain fait de l'innovation sociale depuis très longtemps, comme de la mutualisation, là, mais le concept comme tel, de le nommer puis de faire de la recherche dessus, c'est ça, ça reste les 40 dernières années où on s'y est vraiment mis. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est deux visions, deux conceptions, deux définitions, si on veut, de l'innovation sociale qui coexistent dans la pratique, dans la réalité. La première vision est une vision que nous, au Centre de recherche sur les innovations sociales, et donc j'en suis, on va qualifier de peut-être plus réparatrice, hein, qui va être une vision d'innovation sociale précisément autour des notions justement d'entrepreneuriat social. Hein, on va réussir à faire des entreprises qui ont des missions sociales, qui visent à réparer, dans le fond, des problèmes ou des failles là, de notre système actuel, mais tout en faisant de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en ayant un vecteur économique fort, en étant rentable, mais on va réparer. Donc ça, c'est une des visions qui existent, qui est beaucoup portée dans le monde anglo-saxon, on va se le dire aussi, et donc qui nous vient beaucoup, beaucoup là, de la tradition du social business. Deuxième vision ou conception, si on veut, d'innovation sociale à l'heure actuelle, c'est la vision d'une innovation sociale transformatrice qui vise précisément donc la transformation sociale et de la justice sociale. Donc, on a ces deux visions qui cohabitent. C'est sûr que moi, je suis de celle qui a une vision de l'innovation sociale plus du deuxième type, transformatrice. Et là, contrairement à la mutualisation aussi, on a des définitions plus formelles ou plus consensuelles de ce qu'est l'innovation sociale. Je vous en montre une qui est celle du Réseau québécois de l'innovation sociale, le RQIS. Donc, le RQIS est en fait un carrefour où les différents acteurs qui font ou se réclament de l'innovation sociale sont assis autour de la table et ils ont quand même réussi à se mettre relativement d'accord sur une définition qui est celle que vous voyez présentement à l'écran. Donc, une nouvelle innovation sociale, ben, ce serait une nouvelle idée, une nouvelle approche, une nouvelle intervention, un nouveau service, un nouveau produit, bon, bref, hein, nouveau quelque chose qui est pas technologique, qui répondrait à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur, qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité, qui est transformatrice et systémique, qui a une rupture. Ce qui est quand même à souligner avec cette définition-là, oui, on est un peu tous ralliés autour de celle-ci, surtout si on a une vision transformatrice de l'innovation sociale. Il en reste pas moins qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être contestées. Est-ce que l'innovation sociale, ça doit vraiment être quelque chose de nouveau? Hein, ça, souvent, on va avoir ces discussions-là, autant du côté de la recherche que des milieux de pratique quand on réfléchit à l'innovation sociale. Est-ce qu'il faut absolument que ça soit quelque chose de complètement nouveau? Et souvent, ce qu'on va répondre, c'est, ben, il faut peut-être que ça soit nouveau pour le territoire ou pour l'organisation ou pour... Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas jamais nulle part ailleurs. De toute façon, du moment où on est dans le social, c'est rare qu'on invente du complètement nouveau. On est souvent dans la recomposition, dans l'adaptation, ces choses-là. Donc, le nouveau, hein, ça répond à un besoin social bien défini. Ça aussi, ça peut être remis en question. Est-ce que les acteurs, les actrices qui s'engagent dans l'innovation sociale, des fois, ils ne le savent même pas? Puis est-ce qu'ils ont toujours un besoin social bien défini? Ils en ont un. Généralement, on répond à quelque chose, c'est sûr, mais est-ce qui est bien défini? Après, il y a toute la question du bénéfice mesurable aussi dans cette définition qui pose un peu problème. Puis ça, je vais y revenir, c'est mon troisième mot populaire dans lequel je vais me plaire à démonter un peu. Transformatrice systémique. Et enfin, l'autre question aussi, c'est beaucoup la question de la rupture.
on a des acteurs, des actrices, y compris aussi nous dans nos travaux de recherche. Est-ce que l'innovation sociale ne peut pas être des fois un peu progressive, c'est-à-dire incrémentale? Est-ce que ça doit toujours être une rupture, une révolution? Ça aussi, ça pose question. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien présenter l'innovation sociale d'une autre façon. Et c'est un peu ce que je vais vous amener, mais pour aussi ramener aussi que c'est ça, l'innovation sociale, c'est un peu tout et son contraire. C'est le propre d'un mot qui est devenu ou d'une notion qui est devenue populaire. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à saisir. Donc, la façon dont moi j'aime à le présenter pour essayer d'aider en fait à attraper cette chose-là, qui est l'innovation sociale, ben, c'est en le comparant justement à l'innovation technologique. Alors, vous voyez là, dans ce que je mets à l'écran, ben, il y a effectivement ce caractère nouveau. Mais je réitère, quand je dis nouveau, c'est pas on l'a jamais vu, on l'a jamais goûté, on l'a jamais entendu. C'est nouveau pour les acteurs et actrices qui s'en saisissent. C'est nouveau dans mon territoire. C'est nouveau dans mon groupe. C'est nouveau. Donc ça peut être le caractère novateur. Il n'est pas obligé d'être transcendant et d'être de l'ordre tu sais, ça nous a été apporté par des extraterrestres. Là, on l'avait pas avant. Mais ce qu'il faut comprendre de l'innovation sociale, c'est son caractère intangible. Et ça, c'est un des défis. Quand on essaie de comprendre de quoi c'est ça qu'une innovation sociale, ben c'est difficile parce que c'est pas tangible comme une innovation technologique. Ce qui me permet aujourd'hui de vous parler a une composante matérielle forte. Hein, vous avez un ordinateur avec un écran. On l'a vu tout à l'heure. Si vous n'avez pas le bon branchement, ça marche pas. Donc, il y a une composante matérielle forte dans l'innovation technologique qui n'est pas là dans l'innovation sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de composante matérielle dans l'innovation sociale, là, je précise quand même, mais l'innovation sociale comme telle, elle est intangible. Puis on va voir que c'est ça qui amène aussi les défis qui suivent. L'innovation sociale, comme l'innovation technologique, va répondre généralement à des besoins, voire à des aspirations. On veut faire les choses différemment parce qu'on veut changer le monde. OK? Donc, il y a des aspirations. Ça, c'est quelque chose peut-être qui se rapproche le plus de quand on réfléchit à l'innovation technologique. Généralement, ça répond aussi à des besoins et à des aspirations, certaines de ces aspirations étant de faire beaucoup d'argent. Mais j'arrêterai là ma critique. Une des différences aussi et qui rend l'innovation sociale particulière à étudier, c'est que l'innovation sociale, c'est pas quelque chose qui est fait par des experts. Innovation technologique, on a des super laboratoires de R&D, là, de recherche et développement, puis on a des chimistes, des ingénieurs informatiques, des ingénieurs des matériaux. Hein. On a des experts qui vont être derrière le caractère innovant de ce qu'on va développer comme nouveaux produits, par exemple, ou comme nouvelles technologies. L'innovation sociale, elle est généralement le propre de gens ordinaires, de monde ordinaire, dans le sens où ça ne prend pas des experts. On n'a pas besoin d'avoir fait une maîtrise, un doctorat en innovation sociale pour faire de l'innovation sociale. On peut être un groupe de citoyens et citoyennes, on peut être une gang dans un quartier et on va faire de l'innovation sociale. Donc, elle émerge beaucoup du terrain, du monde ordinaire et elle ne se fait pas en laboratoire. Autre défi pour l'innovation sociale. On ne peut pas la contenir en laboratoire. C'est quelque chose qui est fait par des humains, qui est intangible. Donc, ça se développe tout le temps dans un territoire, dans une société, avec des gens qui ne sont pas toujours les mêmes gens d'un territoire à l'autre. Donc, ça aussi, ça pose vraiment beaucoup de défis pour saisir l'innovation sociale. Et je pense que l'élément clé, c'est le prochain, c'est l'innovation sociale, il faut la voir comme un processus. Contrairement à l'innovation technologique. Puis c'est là où je vais faire, parce que oui, ben, Annie, développer de l'innovation technologique, c'est un processus. Ben oui. Ceci étant dit, une fois que l'innovation technologique, elle est diffusée, elle est assez fixe. Il y a un résultat. Hein, l'ordinateur sur lequel je vous parle aujourd'hui, là, moi, c'est un beau portable. Euh, ben, si je reviens 10 ans en arrière, c'est sûr que là, il est plus puissant, la caméra est meilleure, la batterie dure plus longtemps. Mais il y a 10 ans, mon ordinateur portable, ben, il ressemblait pas mal à ça. C'était un écran, une peinture, un clavier, puis des branchements. Donc, on est avec ça, là, du côté de l'innovation technologique. Mais l'innovation sociale, elle s'arrête pas. Elle est intangible, elle est portée par des personnes, donc c'est jamais fini.
Hein, on ne peut jamais dire, ah, là, ça y est, je la tiens, l'innovation sociale, c'est celle-là, elle ne changera plus jamais. C'est pas possible. L'innovation sociale va toujours, en fait, être appropriée, adaptée par les personnes, les groupes, les organismes qui vont s'en saisir. Des fois, c'est sûr que si on parle d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle forme organisationnelle, il y a des choses qui vont venir cristalliser ça un peu. Mais contrairement à l'innovation technologique, on n'est pas avec quelque chose qui est fixe et qui reste identique là, sur des très longues durées. Donc, de réfléchir l'innovation sociale comme un résultat, mais aussi beaucoup comme un processus, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre. Je termine avec les trois derniers. Ben, l'innovation sociale, par son caractère intangible et par son caractère dynamique, hein, qui est toujours en train de s'adapter, c'est quelque chose d'assez difficile à mesurer. Puis là, je vais y revenir sur la question de l'impact. Contrairement à l'innovation technologique qui généralement va se diffuser quand elle trouve un marché, les gens sont prêts à acheter le produit. Ben, l'innovation sociale, ça se vend pas. Ça se vend très mal parce que c'est intangible, parce que ça t'adapte tout le temps. On peut voler de l'innovation sociale. Donc, on n'a pas les mêmes contraintes. Et ce qui va faire qu'une innovation sociale se diffuse, c'est pas un marché. C'est est-ce qu'elle nous semble légitime ou pas. Donc, c'est vraiment son caractère légitime, puis la croyance ou la foi qu'on a dans ce qu'elle amène comme effet bénéfique qui va faire qu'elle se développe. Et enfin, l'innovation sociale, elle est réversible. Et ça, c'est le propre de son caractère intangible, de son caractère d'être dans la société, pas en laboratoire, et de son caractère un peu processuel. On peut mettre de l'avant des innovations sociales et revenir en arrière. On l'a vu, les premières études que le Centre de recherche sur les innovations sociales a fait, ces études-là étaient sur les nouveaux modes d'organisation du travail dans, par exemple, l'industrie manufacturière. Bien, ce qui a été mis en place dans les années 80 et qui a été étudié à l'époque, aujourd'hui, c'est plus là. On est revenu en arrière. OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très particulier à l'innovation sociale. Contrairement à l'innovation technologique où je ne crois pas, sauf catastrophe écologique, qu'on revienne en arrière, plus de cellulaire, plus d'ordinateur portable, plus d'Internet. OK? Donc, l'innovation sociale est réversible. Et même, je dirais, si on a une vision d'innovation sociale comme quelque chose d'un processus transformateur, on peut même penser que l'innovation sociale peut être régressive. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime amener parce qu'on a souvent cette vision très positive de l'innovation sociale. Euh, L'innovation sociale, tu sais, c'est pour le bien, ça fait juste du bien, c'est sûr que ça nous avance. Non, l'innovation sociale peut aussi être régressive. J'en tiens par exemple toute la question de la flexibilité des horaires qui a été introduite justement dans l'organisation du travail. Puis là, avec le télétravail, ça s'est démultiplié. Mais pour beaucoup, cette flexibilité au travail a eu des effets parfois positifs, mais parfois négatifs sur la conciliation travail-famille, parfois négatifs en matière de précarisation des emplois. Donc, on voit que toutes les innovations sociales, là, c'est pas parce que c'est de l'innovation sociale que magiquement c'est positif. Donc, ça aussi, l'innovation sociale peut être régressive. Fait que je termine sur l'innovation sociale. J'ai vu la question dans le clavardage, je vais y revenir, ce sera pas long. Mais je termine sur l'innovation sociale en nous ramenant à ce que je disais tout à l'heure sur la mutualisation. Ben, dans le fond, l'innovation sociale, comme la mutualisation, c'est plutôt complexe, hein? On en parle beaucoup, on en veut parce qu'on a plein d'espoir, mais finalement, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez complexe, c'est pas facile à circonscrire, et ça demande du temps, comme la mutualisation, parce que c'est du co, c'est de l'humain. En plus, c'est jamais fini. C'est souvent pas linéaire. Le processus même d'innovation sociale est rarement linéaire et il va se faire souvent sur une temporalité longue, alors qu'on va être à l'heure actuelle beaucoup obsédé par le résultat et l'impact. Et c'est intéressant parce qu'on me pose la question dans le clavardage, est-ce que l'innovation sociale est le phénomène qui fait obstacle à la pérennité? Je pense que l'innovation sociale n'est pas du tout un obstacle à la pérennité si on la conçoit effectivement comme quelque chose de processus transformateur qui devrait nous amener vers plus de justice sociale. Ce qui va être un obstacle à la pérennité, c'est une vision de l'innovation sociale où on devient justement obsédé par un impact à court terme, puis par l'injonction du nouveau. Faut toujours que ça soit nouveau. On est condamné à innover, puis donc là, ben, si on est condamné à innover, puis je vais prendre l'exemple entre autres des financements par projet,
Hein, dans les financements par projet, je pense que j'apprendrai rien à personne ici. Quand le projet se finit, le financement arrête, là, il faudrait qu'on invente un nouveau projet pour aller rechercher du financement. Donc, c'est cette injonction-là à faire du nouveau tout le temps qui m'apparaît être plus un obstacle à la pérennité que l'innovation sociale dans sa nature même. Je complète mon trio gagnant avec la question de l'impact, parce que c'était ce qu'il y avait dans le titre, hein. Popularité là aussi, hein, de plus en plus, depuis des années, on s'intéresse à l'impact et l'impact social. Tout le monde en parle, les pouvoirs publics, bien sûr, les bailleurs de fonds, n'en parlons pas, les organismes. C'est rendu que de toute façon, même l'entreprise privée, le marché, puis le capital de risque aussi s'y intéresse. On veut tous et toutes de l'impact social et surtout, on veut le mesurer. Là encore, l'intérêt est tout à fait compréhensible. On va vouloir démontrer notre utilité, démontrer notre efficacité. Donc, des fois, la demande va venir des bailleurs de fonds, mais des fois, nous-mêmes, comme organisme, on veut pouvoir faire cette démonstration-là, qu'on sert à quelque chose, qu'on fait une différence. Ça va nous permettre aussi de légitimer ce qu'on fait. Ça nous permet aussi souvent de nous améliorer. Est-ce que l'impact qu'on souhaitait avoir, c'est vraiment l'impact qu'on a? Et donc, l'intérêt, il est là aussi réel, fondé sur des bonnes prémices. On va vouloir aussi mesurer souvent ben, quelles économies on permet de réaliser, par exemple, au pouvoir public, comment on peut chiffrer les bénéfices. Donc, on cherche à évaluer la valeur de ce qu'on fait. Quand on arrive dans la réalité, ben, là, par contre, là aussi, on rencontre une très, très grande diversité de pratiques. Qui va faire cette mesure d'impact, selon quel cadre, comment on va mesurer, hein, tout ça, on a tout plein de scénarios, de possibilités différentes. Dans le cas de l'impact social, il y a moins un enjeu de clarté conceptuelle, quoique j'aurais envie de vous demander, et nous pourrions discuter le reste de l'heure sur, mais c'est quoi de l'impact social? Donc, de un, c'est quoi? Et une fois, si on s'entend sur ce que c'est l'impact social, ben, c'est tout l'enjeu de la mesure. Comment on peut mesurer ça, un impact social? Parce que ce qu'on est capable de mesurer, est-ce que c'est plus important que ce qui ne se mesure pas? Il y a des choses qui ne se mesurent pas dans le social, dans l'innovation sociale, dans la transformation sociale, l'impact social. Il y a des choses qui échappent à la mesure. Mais donc, on va donner souvent plus de crédibilité ou plus de valeur à ce qui se mesure. Il y a le problème de la temporalité, l'innovation sociale et même la mutualisation. Si on est sur des temporalités longues, comment mesurer l'impact à court terme, ce qui est souvent une demande qu'on va avoir? Et si je le mesure à long terme, comment je peux être sûr que ce que je mesure comme impact, c'est vraiment ma mutualisation ou mon innovation sociale qui l'a amené? Parce qu'encore là, on n'est toujours pas en laboratoire, on est en société. Ça pourrait être autre chose qui a amené ça. Donc, c'est toute la question de la temporalité. Si on mesure quelque chose, une fois qu'on sait qu'on va le mesurer, souvent on va se donner une cible, ça devient une cible et non plus une mesure. Qui décide de comment on va mesurer? Qui décide de c'est quoi l'impact social? Et enfin, ben, qui va payer pour l'évaluation? Hein, il y a aussi un enjeu de mesurer l'impact social. Ça a un coût. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources. Et ça, qui doit payer pour ça? Donc, tous les enjeux aussi qui sont autour de la question de l'impact et surtout de la mesure d'impact. De ce côté-là, on est mieux servi dans le sens où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'évaluation, sur la mesure d'impact, sur l'impact social. Donc, moi, aujourd'hui, je ne prendrai pas beaucoup plus de temps. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je ne peux vous recommander assez chaleureusement, entre autres, les outils qui ont été publiés par le TIES. Donc, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Sur leur site web, ils ont même toute une section de leur site web qui est sur la question de la mesure d'impact. Les outils pour le faire, les démarches, les enjeux, les obstacles, tout ça, vous avez ça là et de façon, je dirais, vraiment facile d'appropriation, là. Donc, moi, je vous recommande d'aller là. Puis, de toute façon, c'est ça. Moi, c'est moins mon champ d'expertise, mais c'est quand même là, ce qui lie à la fois mutualisation et innovation sociale pour nous aujourd'hui. Ben là, le ciel va se dégager un peu. J'ai fini de trouver les choses peu claires et peu adéquates. J'enlève mon chapeau, disons, comme je dis, mon chapeau de rabat-joie.
Et on va se poser la question qui est un peu la question de départ, ben, est-ce que la mutualisation, d'ailleurs, c'est de l'innovation sociale? Et là, dernier punch désagréable, selon moi, la mutualisation en elle-même n'est pas une innovation sociale. Elle n'a pas de caractère nouveau. Tu sais, on n'arrive pas avec quelque chose qui est en soi transformateur. Mais je pense que ce qui est hyper important ou vraiment la clé, c'est que même si on dit que la mutualisation comme telle n'est pas une innovation sociale, la mutualisation ou surtout le processus de mutualisation a un potentiel fulgurant d'être porteur d'innovation sociale. Et c'est là où je vais vous amener un peu pour conclure là, ma présentation. Donc, mutualisation comme innovation sociale, on est avec, je pense, des processus autant que des résultats. Et ça, cette proximité entre ce qu'est la mutualisation, ben, c'est aussi un processus autant qu'un résultat. L'innovation sociale, c'est un processus autant qu'un résultat. Et donc, déjà, on voit que ben, dans son caractère de processus, la mutualisation peut être porteuse justement d'innovation sociale. Pourquoi? Parce que de la mutualisation, puis si je reviens à comment je l'ai un peu circonscrite plus tôt, ben, c'est cette question de mise en commun avec du partage, mais de propriété, de risque, donc un engagement assez fort des partenaires qui sont autour de la table. Donc, ce type de mutualisation ou la mutualisation entendue de cette façon-là, ben, qu'est-ce qu'elle met en place? Elle met en place des conditions propices justement à une créativité collective. La mutualisation, on va reconnaître aussi qu'elle va mettre en place des conditions propices à de l'expérimentation. Et l'innovation sociale, elle se nourrit de ça, d'expérimentation. Puis le plus beau, c'est qu'en plus, je vous l'ai dit, d'expérimentation menée par du monde ordinaire, c'est-à-dire monde ordinaire entendu comme en opposition à des experts, là. Donc, c'est accessible à tous, à toutes. La mutualisation aussi, dans son caractère, dans sa nature même, va souvent aussi permettre le croisement des savoirs. Hein, quand on met des acteurs autour de la table pour mutualiser, bien souvent, ça va nous permettre de dépasser des silos, de dépasser des visions des fois très disciplinaires ou très sectorielles ou très... Donc, ça, c'est ce que la mutualisation porte en elle, qui est justement un terreau fertile pour faire pousser de l'innovation sociale et innovation sociale transformatrice. La mutualisation, donc, ça peut être un outil de mobilisation. Ça peut être un outil pour faire participer, pour justement aussi permettre des fois de reprendre du pouvoir dans ce qu'on construit collectivement. Et donc, cette reprise de pouvoir, bien, elle est aussi porteuse souvent d'innovation sociale. La mutualisation, dans son processus, va permettre la création collective et des apprentissages collectifs. Ces apprentissages-là pourraient être transformateurs. Ben, si ça, c'est pas de l'innovation sociale, je ne sais pas ce qu'il y en est. On va dire aussi de la mutualisation, souvent qu'elle va permettre le développement même de solidarité territoriale et donc d'amener un renforcement de la capacité d'agir des collectifs ou des communautés. Donc, la mutualisation, c'est en fait un catalyseur d'innovation sociale. Donc, c'est pas parce qu'on fait de la mutualisation qu'on fait automatiquement de l'innovation sociale, mais quand on s'engage dans la mutualisation, on peut devenir un catalyseur d'innovation sociale. Maintenant, comment on fait ça et c'est quoi les conditions en place pour que ça devienne un véritable catalyseur? Et là aussi, donc, c'est un peu à partir de ce qu'on entend, de ce qu'on collige à l'heure actuelle sur les expériences de mutualisation, qu'on peut dire, ben, parmi les conditions qui vont faire d'une mutualisation, je dirais d'abord un projet réussi, mais aussi un catalyseur d'innovation sociale, ben, c'est effectivement d'avoir une mutualisation qui va se dérouler autour d'intentions et d'objectifs communs. Et ça, j'amène ça tellement souvent à mes étudiants, mes étudiantes dans mes groupes. Vous êtes sûrement passé par là, une partie d'entre vous, à tout le moins, quand on fait des travaux d'équipe là, à l'université. Hein, c'est souvent la croix et la bannière. Et alors, moi, je dis à mes équipes, ben, si vous voulez que ça se passe bien, au début, avant de commencer à travailler, mettez-vous d'accord sur quels sont vos objectifs communs. Et là, dans toutes mes équipes, j'ai, ben, on veut des bonnes notes. Alors, je suis d'accord, c'est un objectif commun. Tout à fait. Fait que donc, ça va marcher. OK, mais c'est quoi une bonne note pour toi? Ah ben moi, c'est A+, rien de moins. Ben non, mais moi, c'est la note de passage.
Ben, moi, B plus, c'est correct. Hop là, t'es pas si commun que ça, notre objectif. OK? Donc, quand on parle d'intention et d'objectifs communs, il faut avoir, je dirais, faut faire un peu de rabat-joie, là, et creuser un peu plus collectivement, ensemble, pour que ça marche. Il faut être capable de se dire, OK, mais c'est quoi vraiment nos objectifs, là? Ben oui, on veut faire rayonner l'économie sociale. Ben oui, on veut changer le monde. Ben oui. Mais au-delà des grands objectifs sur lesquels, tu sais, tout le monde est pour la tarte aux pommes, là, concrètement, c'est quoi nos intentions? C'est quoi nos objectifs? Y compris nos objectifs comme organisme. Moi, qu'est-ce que je viens chercher dans la mutualisation? Donc, plus on va être capable, ça, c'est une des conditions, je dirais, qui permet à la mutualisation de développer aussi un potentiel d'innovation sociale, ben, c'est d'être capable d'avoir ce dialogue, cette discussion franche autour de c'est quoi nos objectifs et sont-ils véritablement communs. Dans nos équipes, en travail de session ou en travail à l'université, il faut que l'engagement des différentes parties soit équilibré ou à tout le moins équitable ou reconnu comme tel. Partout, dans tout, s'il y a un ou deux partenaires qui n'ont pas le même niveau d'engagement que les autres et que ce n'était pas convenu comme tel, c'est sûr que ça ne sera pas une condition propice. Donc, il y a cette question-là. Et l'autre côté de ça, ben, il faut que la répartition des bénéfices soit un peu, je dirais, adéquate en regard de comment on s'y investit chacun, chacune. Donc, ça, c'est une préoccupation aussi pour un projet de mutualisation réussi et porteur d'innovation sociale. Le mot-clé, en fait, c'est beaucoup la question de la confiance. Et ce que ça va m'amener à dire plus tard, vous allez le voir, c'est que la confiance, ça se construit quand on se connaît. Et si on ne se connaît pas, ça se construit quand on se donne le temps de se connaître. Donc, vous allez voir, il y a un enjeu de temporalité. Et parmi les conditions propices à ce que la mutualisation soit porteuse aussi d'innovation sociale, ben, c'est d'avoir des règles, des rôles, des responsabilités claires. À la fois dans l'usage, hein, quand on mutualise quelque chose, ben, qui va utiliser ce qu'on mutualise, comment, quand, selon quelles règles, mais aussi donc dans toute la question de la prise de décision, du pouvoir. La propriété, c'est qui s'en occupe? Elle est à qui? Comment on va déterminer qui va prendre la décision si jamais il y a un problème? Donc, toute la question de l'enjeu du pouvoir, c'est quelque chose aussi auquel on ne peut pas échapper. Il faut le clarifier. Les principaux obstacles, donc, qu'on va rencontrer aussi et qui sont les obstacles de la mutualisation, mais qui viennent faire obstacle à l'innovation sociale, ben, c'est souvent, entre autres, beaucoup la question du temps. On a peu de temps disponible à investir. Ou alors, on va avoir une pression temporelle. Il faut aller vite parce qu'on a des bailleurs de fonds, parce qu'il y a des financements qui finissent, parce que... Et donc, ça, là, de devoir aller trop vite ou de ne pas avoir assez de temps pour investir dans le projet de mutualisation, ben, ne permettra pas ni la mutualisation, ni l'innovation sociale. On se rend compte aussi de plus en plus que certains chocs, là vous allez voir là, ce que je mets dans le choc, mais par exemple, autour de la table, il y a une ou deux personnes ou un ou deux partenaires qui quittent. Il arrive donc des chocs externes, des choses qu'on n'a pas vu venir, qui vont arriver, qui vont effectivement aussi faire obstacle. La possibilité d'avoir un soutien externe par le biais de financement, par le biais d'accompagnement, de conseils, qui est des fois pas adapté, ça va faire aussi obstacle. Et c'est sûr que si on s'engage dans de la mutualisation sous une forme de on veut aller rapidement parce que c'est stratégique pour maximiser l'efficience, là, faire plus avec moins, ben on n'est pas dans un vecteur de mutualisation qui va être très catalyseur d'innovation sociale. On s'entend. Donc, la mutualisation, en fait, c'est une production de vivre ensemble, de commun. Et ultimement, oui, on espère que la mutualisation va faire croître l'impact, mais c'est ça. Si on s'y engage en mode je veux faire plus avec moins, je veux être plus efficient ou je veux de l'impact à tout prix, mais surtout à court terme, ben là, c'est sûr que la mutualisation n'est plus du tout là, un terreau fertile pour l'innovation sociale. Elle peut le rester pour la mutualisation, et là, on va tomber dans des modes un peu plus partage de ressources, moins co. Hein, on va se partager un local, on a une règle, bon, ça va, mais on ne construit pas quelque chose ensemble. Et c'est cet aspect-là de la mutualisation qui est souvent le plus porteur d'innovation sociale.
Donc, je conclurai mon monologue pour pouvoir aussi répondre à des questions ou échanger. Donc, pour que la mutualisation soit catalyseur d'innovation sociale, moi j'aime bien dire, ben, si vous le faites, faites-le bien et pour les bonnes raisons. Et là, vous verrez sûrement fleurir potentiellement des innovations sociales. Donc, c'était pour, en ce qui me concerne, le bout que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et là, c'est ça, on pourrait passer plus en mode échange-question. Je vais d'ailleurs, je pense, arrêter le partage. On a deux petites questions qui viennent d'arriver, puis après, je vais donner la parole à Marie-Hélène. Donc, Isabelle Clément qui dit, je suis d'accord avec la modération quant à la mutualisation et à la difficulté de mesurer les bénéfices et les impacts. Et on a Josiane qui demande, la mutualisation et l'innovation sociale étant des processus, avez-vous des conseils pour conserver l'intérêt, la motivation en cours de processus? Excellent. Ben, je vais me permettre de répondre aux deux questions, puis on pourra prendre effectivement ensuite la main levée de Marie-Hélène. Je veux juste préciser, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, tout le monde a parfois cette réaction-là de dire ouf, mesurer les bénéfices et les impacts, hein, c'est sûr que c'est pas simple, c'est truffé de questions pièges, de décisions des fois arbitraires à prendre. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait ne pas le faire? Et c'est là où moi je pense que non, je pense que au contraire, mais il faut le faire en sachant ça. C'est-à-dire que je pense que le plus on réussit à s'outiller et à bien comprendre justement où sont les pièges ou où sont les enjeux, et ça, des fois, nous, dans les organismes, on le sait. Des fois, du côté des pouvoirs publics, des bailleurs de fonds, puis je veux pas jeter la pierre dans le sens où je pense pas que ça part de mauvaises intentions, mais on a souvent besoin de rapidement de résultats, tout ça. C'est pas toujours clair qu'il y a des enjeux. Moi, je sais que j'ai croisé des fois, entre autres, parmi des bailleurs de fonds, là, ben là, on le mesure, puis c'est tout, tu sais. Oui, oui, mais attends, c'est pas simple de mesurer de l'impact social, il n'y a pas d'enjeu. Ben non, il y a pas d'enjeu. Voyons donc, on peut faire ça, on a des grilles, il y a plein d'affaires. Donc, tu sais, c'est ça. C'est d'avoir cette sensibilité-là, d'accepter pour les bailleurs de fonds de reconnaître que non, c'est pas vrai que ça se mesure facilement et que toute mesure est forcément valable et 360. Pour nous, quand on est des acteurs ou des actrices dans l'évaluation ou dans la mesure, de savoir que ben, c'est plein de limites, c'est plein d'enjeux, mais je pense que ça vaut le coup quand même de s'y engager, d'essayer de le faire le plus justement co-construit possible. Encore là, on n'a pas toujours le temps ou les ressources, parce que ça aussi, ça peut devenir un processus très habilitant. Fait que, tu sais, c'est pas de pas en faire ou de dire arc, tu sais, non, mais je pense qu'il faut le faire vraiment en toute connaissance de cause. Pour ce qui est de la question de la motivation des processus, c'est effectivement un des enjeux de conserver l'intérêt, la motivation. Une des choses que j'ai pas dites, mais qui est issue des vieux travaux sur la mutualisation, donc pas de ceux qui sont tirés disons, du regain de popularité plus récent, mais historiquement, quand on s'est penché sur les questions de mutualisation, entre autres dans le mouvement coopératif, tout ça, il y avait beaucoup d'initiatives de mutualisation, par exemple, dans le secteur agricole. Et une des choses qu'on se rend compte, dont on s'est rendu compte dans ces travaux-là, c'est que la mutualisation, là, ça va bien, l'intérêt et la motivation est là quand ça va pas bien autour. Donc, on a envie de se mettre ensemble pour faire face. Et du moment où les conditions économiques, des fois, redeviennent un peu plus propices ou un peu plus faciles, tout ça, l'intérêt pour la mutualisation, là, c'est fou comme on va voir la mutualisation, entre autres, des fois, littéralement se dissoudre. On va perdre des acteurs. Si jamais un contexte économique change, puis qu'il y a un ou deux partenaires de la mutualisation qui profitent de ça, ils vont souvent se désolidariser. Donc, c'est un véritable enjeu. L'enjeu de la solidarité dans le temps et de l'engagement dans le temps. Des conseils, ben, j'ai pas de recette magique, malheureusement. Ça, c'est ça. C'est la côté pluie et orage. Si jamais vous en voulez une, je pourrais vous en inventer une, si ça vous rassure, là. Mais je veux dire, il n'y a pas de recette magique. Mais là aussi, je pense que là où il n'y a pas de recette, quand on le sait que ça va être un enjeu, qu'on le nomme collectivement, et que régulièrement, on revient, par exemple, tu sais, dans le courant de notre processus de mutualisation, voire d'innovation sociale, bien, on se le dit au début, puis on se prévoit peut-être dans 6 mois ou dans un an, on se rassoit, puis on prendra le temps de dire, ouais, finalement, comment ça va notre motivation? Et c'est fou parce que souvent, on est très engagé dans la tâche, les opérations, faut que ça marche. Puis là, en plus, avec la mutualisation, souvent, il y a des aspects légaux, il y a des aspects juridiques. Puis là, ça devient lourd, puis on sait plus.
est-ce qu'on se donne des espaces? Est-ce qu'on se donne des moments où on fait juste se dire, hey, ouais, c'est tough, c'est lourd. Hey, où ma motivation? Je sais plus pourquoi je fais ça. Ah oui, c'est vrai, on s'en allait là. Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques ou des choses qui peuvent nous aider à maintenir l'intérêt, la motivation, l'engagement. Mais il n'y a pas de magie. Je prendrais peut-être maintenant la question de Marie-Hélène. Oui, voilà. Alors oui, merci. J'en aurais pris 45 heures. Moi, je pense, vous avez vraiment fait un résumé des concepts super importants. Euh, je trouve, en tout cas, j'espère qu'il y avait des bailleurs de fonds dans le groupe qui écoutait ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Je travaille en développement social, dans un réseau de développement social, et je me demandais justement, quand on parle de développement social, je me rends compte que c'est pas nécessairement toujours de l'innovation sociale, mais que tous ces concepts-là s'attachent. Puis l'autre question la question fondamentale que je me disais, quelqu'un qui veut s'engager dans un processus de mutualisation, est-ce qu'il y a des gens qui accompagnent ce type de processus-là? C'est des très, très bonnes questions. Merci, Marie-Hélène. Sur la question, donc, développement social versus innovation sociale, effectivement, tout développement social n'est pas nécessairement de l'innovation sociale. Mais du développement social peut devenir ou peut apporter de l'innovation sociale. Puis là, c'est là où on se retrouve dans nos petites catégories de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut faire du développement social sans qu'il y ait de caractère nécessairement très nouveau. Moi, je pense souvent à nos organismes communautaires, certaines approches qu'on va porter, par exemple, dans le communautaire, l'éducation populaire, toute la question de l'habilitation, de l'autodétermination. Ce sont des approches qui ne sont pas des innovations sociales dans leur caractère nouveau. Hein, ça fait très longtemps que, par exemple, le mouvement communautaire les porte. Elles permettent du développement, absolument. Elles sont éprouvées, on le sait. Si on réussit à les faire passer du côté, par exemple, des services publics, dans le secteur de la santé, hein, que le secteur de la santé adopte de ces approches-là, pour eux, c'est probablement de l'innovation sociale. Parce qu'il y a ce caractère nouveau et pas évident et transformateur. Parce que si on adopte ces approches-là, ça va forcément induire des transformations dans l'appareil public, dans les pratiques. Donc, c'est là où, c'est ça. Effectivement, est-ce que tout développement social est de l'innovation sociale? Non. Mais oui, le développement social peut mener à de l'innovation sociale. Tout à fait. Et la deuxième question qui était sur, oh mon Dieu, j'ai un petit blanc. Ça y est. L'accompagnement. Oui, l'accompagnement. L'accompagnement, ouais. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'accompagnement à l'échelle provinciale. Là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de ah, on peut aller voir tel type d'organisme, ils en font tous, ils ont des accompagnateurs spécialisés en ça. C'est à géométrie variable de moi ce que j'ai pu constater. Alors, dans certains territoires, il y a certains acteurs qui vont, oui, soutenir la mutualisation. Et là aussi, ça va être, je dirais, autant à géométrie variable que les expériences ou les projets de mutualisation. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ça, je tends à croire qu'il y a une compétence qui tranquillement se développe, se déploie dans certains organismes, dans certains territoires. Mais c'est ça, on a, comme on l'a vu aussi, dépendamment de la vision qu'on va avoir de la mutualisation, ben, on peut avoir des accompagnateurs, accompagnatrices qui vont être en mode, hey, efficience, efficience, on va se partager une pelle, puis tu sais, tout le monde va avoir accès à la pelle, puis on va faire un exemple pour la pelle, puis tu vas voir, ça va bien aller, je te donne le cadre juridique. Ouais. Et on a de ça aussi dans l'accompagnement. Donc là, je pense qu'il faut juste savoir qu'on ne peut pas réduire la mutualisation à ces simples aspects légaux, juridiques et très opérationnels. Fait que si vous avez un accompagnateur, une accompagnatrice qui a plus cette force-là, ben peut-être aller chercher quelqu'un d'autre pour l'autre aspect. Ce serait ma réponse à l'heure actuelle, là. Et probablement que DSL serait mieux placé que moi pour parler de ce qui se passe dans le territoire des Laurentides. Mais à l'échelle provinciale, c'est un peu ce qu'on constate, là, c'est à géométrie variable. De la même façon que on peut avoir aussi justement des accompagnateurs, accompagnatrices qui vont être très, très, qui sans dire qu'ils sont des accompagnateurs, accompagnatrices de mutualisation, vont être très forts sur justement le côté co. Et ça va soutenir une mutualisation différente.
Je vais quand même en profiter pour dire qu'il y a un écosystème d'accompagnement dans notre région, hein. Je pense que c'est important de le dire. Vous pouvez nous appeler Développement social Laurentide et si éventuellement, parce que pas que nous, évidemment, il y a des gens qui le faisaient déjà avant nous, qui sont Économie sociale Laurentide et la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide. Puis dans les autres régions, j'ai l'impression que les pôles d'économie sociale aussi, puis tu sais, il y a quand même des bonnes chances qu'ils puissent au moins vous diriger vers quelqu'un qui pourrait vous accompagner. Et nous, ben, on est en train de développer aussi un accompagnement sur certains projets. Puis, comme Annie le dit, ça dépend toujours de nos attentes et de nous, on est beaucoup justement dans ce qu'on appelle la mutualisation organique, c'est-à-dire plus loin que ne partager, que, puis c'est correct aussi de partager une machine à popcorn ça fait en sorte qu'on Tout utilise à moins de fait. matériel et tout, c'est extraordinaire, mais on est plus ouvert aussi à une plus grande mutualisation. Mais oui, je pense qu'à peu près partout dans les régions, peut-être à géométrie variable en effet, mais il y a des accompagnements de plus en plus qui se font, qu'on développe de plus en plus aussi, là. Oui, merci Chantal de souligner effectivement, je pense, la part de l'écosystème, que ce soit autant du côté, je pense, du mouvement communautaire. On va avoir des CDC aussi qui vont développer ce Absolument. volet-là, qui vont accompagner des pôles d'économie sociale, la CDRQ, tout ça. Mais comme je dis, c'est ça, c'est que dépendamment des régions, c'est pas toujours le même, mais c'est ça, quand on s'adresse à notre écosystème, généralement, ils sont en mesure de nous orienter. Bon, des organisatrices communautaires aussi, des fois, organisateurs communautaires, organisatrices peuvent faire certains accompagnements. Bref, il y a moyen, je pense, de plus en plus, ça intéresse tout le monde. Fait qu'on essaie de développer ça le plus possible. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'avais une question dans le clavardage qui était à l'idée de est-ce qu'on devrait réorienter nos actions vers de nouveaux enjeux, se trouver d'autres problèmes auxquels on veut répondre. Euh, ben, ça, c'est toujours l'enjeu aussi des fameuses injonctions à innover, là, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'on doit toujours se réinventer? Est-ce qu'on doit trouver des nouveaux besoins, des nouveaux enjeux? C'est une grande, grande question parce que, tu sais, je vais prendre généralement les enjeux sur lesquels on travaille ou avec lesquels même notre organisme ou notre entreprise est née sont rarement réglés, hein? Moi, j'en ai pas vu beaucoup qui ont fermé parce que leur enjeu ou le problème auquel ou le besoin auquel ils répondaient a été réglé. Donc, jusqu'où on se renouvelle versus jusqu'où on s'entête ou on reste sur là où on était. C'est effectivement, c'est sûr que l'environnement externe va souvent beaucoup nous demander de nous renouveler, de nous trouver des nouveaux enjeux, de nous trouver des nouveaux problèmes, parce que c'est comme ça que le système fonctionne à l'heure actuelle, hein. C'est la nouveauté qui remporte. On va financer parce qu'on est dans des logiques de court terme. Donc, je pense que chaque organisme, chaque entreprise doit un peu faire cette réflexion-là et la porter selon ses valeurs et les gens qui font l'organisme ou qui font l'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a autant probablement des cas qu'on a vus dans les trajectoires, là, des fois que j'étudie d'organisations qui vont avoir dit, ah ben là, il faut se renouveler, on va partir sur des nouveaux problèmes, des nouveaux enjeux parce qu'il y a du financement, parce qu'il y a des opportunités pour finalement se retrouver complètement dénaturés, comme d'autres qui auront fait ce même choix et qui finalement vont avoir trouvé là une véritable opportunité, puis vont s'être renforcés. Fait que, tu sais, là encore, malheureusement, il n'y a pas de recette, sinon celle de se servir de cette question-là encore là pour faire de la réflexion en collectif et de rester arrimé sur les véritables besoins du territoire. Ça, moi, je pense que ça reste toujours une recette gagnante. Des fois, on peut les brander différemment. Mais nous, on continue de répondre à ce qui est des besoins qui émanent vraiment du territoire. Je me permettrai peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, s'il y en a d'autres, Maud, tu me le diras, là, je m'arrêterai, de parler de mutualisation au sens d'innovation, oui, mais je pense que la mutualisation elle a un autre aspect aussi qui est beaucoup dans la considération de ce qui s'est déjà fait, puis d'utiliser ça justement en mutualisation. Fait que c'est pas seulement d'essayer toujours d'innover mais c'est aussi justement d'aller chercher quelque chose qui a déjà été fait. On le voit beaucoup avec des documents administratifs ou gestionnaires et tout ça. On passait tellement d'argent à engager des gens pour rédiger des choses qui avaient été faites des centaines de fois dans notre région. C'est encore le cas. On est en train d'essayer de réunir ça pour que les gens utilisent ces choses-là. Puis c'est pareil pour tous les savoirs, les connaissances, ces choses-là. Je pense que la mutualisation, oui, va de l'avant dans le sens d'innovation, mais
n'est pas que ça, tu sais, est aussi beaucoup considération de ce que les autres ont fait avant, puis d'en tenir compte. Je pense que ça aussi, c'est un aspect de mutualisation. On dit que c'est large, là, c'est vrai, là, des fois on va loin, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qui sont vraies là-dedans aussi, là. D'aller chercher les savoirs des gens qui ont déjà été faits, c'est quelque chose qui est propre à la mutualisation aussi, là. Tout à fait, puis c'est pour ça que moi je dis, c'est ça, la mutualisation, c'est pas de l'innovation sociale en soi. Ça peut le devenir, ça peut être propice, mais puis si tu permets, Chantal, même je fais du pouce, faut pas faire de la mutualisation pour faire l'innovation sociale. Tu sais, là aussi, mais comme l'innovation sociale, c'est d'abord pour répondre à des besoins. Et des fois, effectivement, c'est juste de pouvoir rendre disponible ou partager des choses qui sont déjà là, c'est extrêmement gagnant. Tout à fait. Ouais. Puis, il faut pas faire de la mutualisation non plus sans besoin, parce que ça aussi, étant à la mode, j'ai vu des gens dire, qu'est-ce qu'on ferait bien, là? Aide-moi à trouver quelque Qu'est-ce chose qu'on à mutualiserait mutualiser. bien, là? C'est qu'à un moment donné, c'est ça, il faut partir d'un besoin. Puis dans les gens que j'ai rencontrés qui font de la mutualisation, les projets qui fonctionnent pas souvent, c'est ça, c'est que le besoin a été créé parce qu'on voulait absolument être une entreprise qui mutualisait. C'est super, mais la réalité, c'est que ça prend des besoins réels à un moment donné. Sinon, il n'y en aura pas de mobilisation. On parlait des conditions de mobilisation tantôt. Il n'y aura pas de mobilisation si on n'a pas de réel besoin. Si le besoin vient pas du milieu, si le besoin vient de la personne ou des deux, trois personnes de l'équipe qui ont décidé qu'elle allait mutualiser. Puis là, je veux pas, tu sais, je comprends qu'on soit poussé de l'avant des fois dans des choses comme ça, mais peut-être c'est important de se demander à la base si notre besoin est réel. Puis après ça, la mobilisation, elle va venir si le besoin est réel. Puis après ça, Si le besoin est l'entreprise va faire réel autre chose. et si la mutualisation est le meilleur moyen aussi, des fois, de Aussi, répondre à ce absolument. besoin-là. C'est une des stratégies, en effet. Effectivement, dans le tout le monde le fait le don, c'est pas On dit ça. nécessairement la meilleure raison. Ouais, on dit presque ça, nous, là, parce qu'on essaie de promouvoir, mais en même temps, c'est pas vrai non plus que c'est pour tout le monde ou pour tous les types de problèmes nécessairement, là. Exact. Je pense qu'on aurait fait le tour pour le moment, en tout cas, des questions, des commentaires, tout ça. Fait que, ben, moi, en tout cas, merci infiniment de m'avoir donné, encore là, je le dis, ce privilège de prendre la parole. Puis merci à Développement social Laurentide d'avoir tout organisé ça. J'étais, en plus, en Cadillac. Donc, un grand merci. Puis c'est ça, je vous laisserai le mot de la fin, là. Ouais, moi, je remercie Annie pour vraiment cette superbe conférence. Puis on a eu plein de commentaires positifs, plein de belles questions. Tu mets vraiment bien la table, Annie, pour le mois de la mutualisation. Donc, merci infiniment pour ta contribution. Et on invite tout le monde hein, pour suivre le mois. Donc, déjà dès demain, on a déjà un autre webinaire à vous offrir. Alors, soyez là. Et puis, voilà, je pense que ça complète pour aujourd'hui. Ben, je terminerai juste quand même. Vas-y, vas-y, Je veux Chantal. juste dire, parce qu'on a parlé d'impact, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on parle d'impact parce qu'on est en train de développer un projet de mesure d'impact avec le TIES, justement. Puis on va le 28. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Le 28 mai, on va sortir le premier modèle logique des impacts de mutualisation qui a été fait avec 4 organisations dans la région. Pour l'instant, c'est un modèle commun. On n'est pas allé chercher des mesures d'impact dans chacune des organisations, mais on est allé jaser. On s'est fait une jasette de 2 heures avec ces organismes-là qui nous ont nommé ce qui sortait. Puis on a présenté ça à d'autres gens qui ont dit, j'étais pas là pour le dire, mais c'est exactement ça que je vois dans mon organisation. Fait que c'est la première étape. Après, on veut faire une phase 2. Mais là, on vous invite le 28 mai. Ça va être la fermeture du mois de la mutualisation. Puis on va présenter ce modèle-là, puis on va regarder ce qu'on va faire pour la suite pour aller mesurer des impacts. Notre but, c'est de mesurer des impacts sociaux, économiques et environnementaux dans les projets. Il y en a qui se mesurent avec des chiffres, il y en a d'autres, comme Annie disait, qui se mesurent plus difficilement, mais on a réussi à nommer des choses, je trouve. Fait que le 28, soyez là. Julie, Julie Nicolas du TIES va vous présenter le modèle qu'on a créé, si ça vous intéresse, mais je pense que c'est bien d'aller vers une mesure d'impact aussi imparfaite soit-elle, on le sait, là, mais quand même, c'est quand même intéressant. Fait que merci beaucoup, Annie, puis merci tout le monde d'être venu, tous ceux qui se sont inscrits, qui sont venus. Ben, merci encore, puis bonne fin de journée à tous et à toutes.